Un animateur qui n'a pas peur de se mouiller. Francis Gosselin. Il désamorce minutieusement n'importe quelle bombe qui tombe sur l'actualité. Ça va brasser. C'est surprenant. Ça, pour moi, on rate un peu la cible. Mais c'est quand même fascinant. Vous êtes plus notre champion. Stéphanie Touga. On a voté, mais oui. Bon, un petit coup de tonnerre dans l'univers conservateur aujourd'hui. Oui. La directrice de campagne de Pierre Poilievre, Oui. Jenny Byrne, personnage assez controversé, Très controversé. à même les rangs conservateurs. Donc, quitté son poste, là, certains disent a été Oui. Est-ce que c'est elle qui a écrit la lettre de démission ou on l'a écrite pour elle? C'est pas clair, mais bon... C'est pas toi, en tout cas. Non, c'est pas moi. On m'a pas appelé. C'est peut-être un cabinet, là, on sait jamais. Hein, ouais. Peut-être, oui. Mais en fait, elle est elle-même consultante. Là. Elle a dit d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas de qui on parle, Jenny Byrne, en fait, c'est une stratège dans l'entourage de Pierre Poilievre. C'était une stratège aussi dans l'entourage de M. Harper. C'est une stratège dans l'entourage d'Erin O'Toole. Donc, c'est pas une nouvelle venue en politique. Elle a fait ses classes, cette femme-là. C'est elle qui a mené la barque de la campagne électorale qu'on vient de traverser et qui a mené aussi à l'espèce d'ascension à presque le pouvoir de la famille conservatrice et a créé le personnage de Pierre Poilievre. Franchement, c'est quelqu'un, faut lui donner, là, elle a créé de toutes pièces quand même cet homme-là. Il y en a beaucoup qui lui revient, mais c'est elle là, qui a façonné la campagne, l'identité de Pierre Poilievre, le Clark Kent 2025. Pierre Poilievre qui enlève ses lunettes et qui porte des T-shirts un peu plus serrés. Mais certains disent que justement ce Ouais. rebranding, si tu me passes l'expression, a été à un moment pertinent. Là, Oui. on va se le dire, il était un peu gris-beige. Là, Même robotique un peu, d'arrière-ban, hein? C'est là, plutôt ouais, c'est ça, en fait. Tu sais. Mais en même temps, c'est une fois cette transformation-là faite et très, bon, on va pas revoir la conversation, là, mais très slogan, limite un peu simpliste. Là. Ouais. Et c'est, en fait, je ne fais que paraphraser, mais certains disent qu'elle est aussi l'artisane de sa défaite à cause de son inflexibilité. Quand Justin Trudeau a quitté, ça l'a comme été le chevreuil face au phare, puis elle ne savait plus quoi faire, puis ils ont gardé la ligne jusqu'à la fin. Exact. Là. Il y a beaucoup de choses dans ce que tu dis. Je pense que la première chose à déconstruire, c'est ce que tu as dit en fin de commentaire. C'est son inflexibilité à elle, mais aussi à Pierre Poilievre, parce qu'on le connaît. Ça là, se joue à deux. Là, c'est ça. évidemment, Puis c'est un grand monsieur, c'est un grand garçon. C'est à lui de prendre ses décisions. Mais je pense qu'en tandem, ces deux-là ont décidé d'être absolument inflexible, de ne pas changer le narratif, alors que tout le monde au Canada se disait « Crime, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va être le 51e État? Est-ce que notre économie va s'effondrer? » Et ils ont choisi de garder le cap sur une excellente campagne électorale, mais complètement off, en bon français, par rapport au contexte dans lequel on se retrouvait, par rapport à l'anxiété généralisée qui était suscitée par les tweets et les sautes d'humeur du président américain. Donc, cette inflexibilité-là, en fait, elle persiste et elle signe. Elle dit que c'était la bonne chose à faire, que Mark Carney, il a menti en disant « Je suis l'homme de la situation pour régler des problèmes » et que depuis qu'il est au pouvoir, rien n'a changé. Donc, elle persiste, elle signe. Elle dit que c'était la bonne campagne à mener au bon moment. Force est de constater qu'elle a peut-être un peu tort parce que ils ne sont pas au pouvoir, mais force est de constater qu'elle a peut-être aussi un peu raison, parce que pour l'instant, Mark Carney n'a pas fait preuve donc d'être l'adulte qui peut régler des problèmes rapidement. Mais à un moment donné, il faut être deux pour danser. Oui, là, oui, tout à fait. Mais Jenny Byrne, l'autre élément à avoir en tête, c'est que c'est une proche confidente de Pierre Poilievre. C'est son ancienne conjointe pour le petit potin politique. Donc, je ne savais même moi qui suis ça avec je une ne certaine savais attention. pas. Mais donc, c'est une éminence grise qui est extrêmement controversée dans les rangs conservateurs. Je pense que son départ, sa démission, est aussi très aligné avec l'élection partielle à laquelle participe Pierre Poilievre en ce moment en Alberta. Donc, c'est le vote par anticipation dans les jours qui viennent. Donc, je pense que il y a un alignement. On veut pas créer de bruit. On veut relancer la famille conservatrice en amont de la rentrée parlementaire à Ottawa sur des bonnes notes. Donc, une victoire de Pierre Poilievre, le départ de quelqu'un qui est hautement controversé comme directeur de campagne, et ensuite, ça donne le ton pour un automne qui risque d'être meilleur, en fait, que le printemps qui vient de terminer. Donc, je pense que le contexte est pertinent à analyser avec cette lumière-là. Je vois quand même plusieurs sondages, là, puis je suis un jeune analyste là, sur les médias sociaux. Je pense que je t'en ai déjà parlé, là, qui a, je pense, 17 ans, là, en fait, vraiment un brillant jeune homme. Puis
toutes les manières qu'il regarde, puis tu sais, il prend tous les sondages, il les remanie, vraiment très... Et toutes les façons qu'il regarde ça, les libéraux sont vraiment en train de faire une très bonne performance par rapport à l'électorat. Est-ce que tu penses que c'est parce que Pierre Poilievre est absent ou c'est surtout ça? En fait, c'est que l'ennemi est tellement omniprésent. Il place les libéraux en majorité, là, s'il y avait des élections demain matin. Oui, quasiment 200 sièges. C'est parce que Pierre Poilievre n'est pas là. Je pense, il y a plusieurs choses. Un, il n'y a pas d'opposition. Quand tu n'as pas d'opposition en face, là, qu'il n'y a personne qui s'ostine en face de toi, c'est quand même plus facile de triompher. Je pense qu'il y a ça. Un, aucune opposition, à part Yves-François Blanchet. Là, le NPD n'a pas d'opposition. Et les conservateurs, le chef n'a pas réussi à lui-même se faire élire. C'est qui le chef du NPD? On ne sait pas encore. Non, c'est ça. Il n'y a pas de chef? Il n'y a pas de chef pour le moment. Mais je veux dire, Jack Meeting n'a pas été élu, mais je veux dire, il y a un chef par intérim, mais je pourrais même pas te dire qui c'est. Là. Je te dis ça tout de suite, Francis. C'est Alexandre Boulris? On est là, 3 analystes politiques, on n'a aucune idée. On admet les limites de nos connaissances. J'avoue que c'est peut-être Alexandre Boulris. Que cette personne ne rayonne pas beaucoup pendant la période. C'est Don Davis qui est le chef par intérim. Célèbre inconnu dans sa famille. Et donc, c'était pas très gentil. Mais c'est quand même exactement ce que je pense. Mais donc, il n'y a pas d'opposition. Il y a un ennemi commun, Donald Trump. Puis, il y a aussi un combat commun, c'est-à-dire ne pas être le 51e État. C'est quand même un peu moins dans l'espace public, mais ça fait juste quelques semaines que c'est moins dans le débat public. Et le fait qu'on se bat en ce moment contre des tarifs et préserver notre économie et nos emplois. Donc, je pense qu'il y a tout ça. Et j'ajouterais finalement une lune de miel. La première année de mandat, là, c'est pas mal toujours de même. Puis les Canadiens, ce qu'ils reprochent à Justin Trudeau, c'est une mauvaise gestion des finances publiques. Puis Mark Carney, pour l'instant, ce qui lui colle à la peau, c'est d'être un bon gestionnaire. Alors que la mise à jour économique à laquelle on peut s'attendre à l'automne risque d'être difficile. On va dépenser beaucoup en défense, entre autres. Mais c'est toujours la façon qu'on l'explique. Hein? Puis je veux pas faire du tout l'apologie de Mark Carney, mais je pense qu'il va être beaucoup plus habile à expliquer les déficits, quel que soit. On parlait de 90 milliards. 90 milliards, ça va peut-être être plus 70, mais j'ai comme le sentiment milliards. Que ça va pas être aussi fâchant qu'un 60 de Justin qui semble comme servir à rien. Là. On fait du militaire, on vient en aide aux entreprises. Les grands projets d'infrastructure nationale. C'est vraiment, on relance l'économie. C'est pas des affaires de woke. Là. Encore une fois, je paraphrase, mais à la Justin Trudeau. Tu as raison. Je pense que les Canadiens étaient tannés de la mauvaise gestion des dépenses publiques. Puis aussi, il y avait une écœur en titre, c'est assez global, puis on le remarque chez les démocrates aux États-Unis aussi, mais un rejet de... On peut-il arrêter de parler d'idéologie? Là? Parlez-nous de vrais projets structurants. Et de vrais problèmes du quotidien. Et adressons les vrais problèmes du quotidien, tout à fait. Comme la crise du logement. Il y a ce sondage qui a été j'entends, t'es comme essoufflé avant qu'on en parle. Pourquoi? Je suis tanné, parce que je trouve juste ça... Je sais pas. Écoute, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Bon, là, les jeunes là, qui ont regardé 3 vidéos TikTok, qui pensent qu'on devrait faire un pays. Là. Bon, t'as-tu entendu toute la condescendance du monsieur? Il y a un peu de condescendance. La condescendance du monsieur. Tantôt, il disait « Oh, tous des messieurs hommes blancs, nanana, d'un certain âge. » C'est vous, ça, monsieur Gosselin? Non, OK, je vais me reprendre. Bon, moi aussi, je vais me ressaisir. Je pense... Non, mais il y a un peu de condescendance peut-être, mais mettons, j'en parlais un peu plus tôt avec Karima Brick et Rémi Villemur. Il y a 1,6 million là, de jeunes dans cette tranche là, de 18 à 34 ans. Là. Je trouve juste ça bizarre que là, il y a comme 3 semaines, je sais pas c'était quand, la mi-juin, là, il y a 2 mois. Tu sais, être souverainiste, là, je veux dire, moi, j'ai comme... Tu sais, c'est quelque chose que tu crois fondamentalement, là, je veux dire, je comprends qu'il y a une coupe d'indécis au milieu, mais comme que ça passe comme ça, des swings là, de 20% en l'espace de quelques semaines, de quelques mois, je suis comme, ces gens-là sont pas en train de se tatouer de manière permanente des fleurs d'Elysée sur le chest, là, tu sais, mais on verra. En fait, donne-leur le temps. Quel âge as-tu, Francis? 43 ans. Bon, 43 ans. Toi, tu t'en souviens du référendum de 95? Très, très bien. Ma génération et celle d'en dessous, on s'en souvient pas, on l'a pas connu, on l'a pas vécu. Moi, j'étais pas consciente qu'il y avait un référendum en 95. J'aurais pas pu te parler du projet de pays. Fait que je pense qu'il y a un peu de ça qu'on doit pas écarter. Ensuite, j'écoutais Camille Goyette-Gingras ce matin, la présidente des Oui Québec, qui disait quelque chose d'intéressant. Elle a dit, les jeunes, là, surtout les 18-25 ans, là, moins ma génération, mais les 18-25 ans, ils ont grandi avec une espèce de nuage noir qui planait au-dessus de leur tête en disant, la planète, elle brûle. Il n'y a plus rien de bon qui se passe. Puis là, il y a comme une espèce d'engouement de on vous propose un projet enfin dans lequel vous pouvez mettre la main à la pâte. Puis je trouve qu'il y a une analyse franchement intéressante là, qu'on leur a jamais vraiment proposé autre chose comme projet que vivre un peu de l'anxiété liée à la crise climatique. Donc, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Ensuite,
tous mouvements sociaux, là, la plupart, tout c'est peut-être fort, mais la plupart des mouvements sociaux qu'on a observés dans les dernières décennies, moi je suis un enfant de 2012, là, la grève étudiante, mais ce genre de mouvement-là émane souvent de la jeunesse. Il y a quelque chose qui se passe, puis le fait qu'il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, on le sondait pas autant, puis que là, on le sonde maintenant aussi fort, le mouvement oui, bien, moi, je pense qu'il faut pas le sortir du contexte politique dans lequel on se retrouve face à Donald Trump. Pendant des décennies, les Québécois se sont fait dire « Restez dans le Canada. Le Canada, c'est un beau bouclier qui nous défend. » Et là, force est de constater que Donald Trump, en parlant d'annexion sur Twitter puis sur Truth Social, ben, il a comme fait exploser cette idée-là qu'on était donc bien protégé sous un bouclier canadien et que peut-être qu'on serait mieux servi en étant propriétaire dans notre maison que locataire dans le pays voisin. Je fais juste penser que c'est pas une conviction qui est très forte, puis demain matin, émergera un TikToker quelconque qui sera fédéraliste, puis là, soudainement, ce sera plus 56, ce sera 22%. C'est comme, aujourd'hui, c'est cool, on va dire ça au sondeur, au monsieur qui nous appelle. Moi, je pense pas que c'est ça. Je pense qu'il faut pas regarder de haut le fait qu'il y a des idées qui émergent et qui prennent le temps de grandir dans l'esprit des gens. Tu te lèves pas un matin en disant bon, ben ça y est, je suis indépendantiste à 100% ou je crois au Canada à 100%. Je pense que il y a un spectre, puis que l'idée, puis selon le projet qu'on te propose, puis les politiciens en place, puis les mouvements sociaux, puis les artistes, ben ça vient nourrir un peu une réflexion collective. Je m'identifie beaucoup au spectre que tu décris. Là. Ben oui. Moi, je suis un fier Québécois, mais des fois, je me dis, il me semble qu'on serait mieux d'être une grosse gang. Des fois, je me dis, ouais, finalement, à quoi ça ressemble notre futur en tant que nation francophone. On en parlait hors d'onde, visiblement, ça nous anime tous les trois. Bien sûr. Le mouvement que l'évêque proposait, par exemple, la souveraineté association, c'était pas un geste de rupture unilatérale, on s'en va, on a notre monnaie, on a nos affaires. C'était plutôt un projet qui ressemble à quelque part pas très loin à l'Union européenne. Hein? Des États qui collaborent avec une monnaie qu'on partage, avec un passeport. Il y a toutes sortes de visions d'un projet pour la nation québécoise qui peut être un projet unilatéral fort, comme on dit, mais aussi un projet en concertation avec le reste du Canada. Pour l'instant, c'est encore de l'essence que je mets dans mon véhicule, donc je me dis, on peut pas encore être 100% indépendant de notre petit morceau de pays. Je reviens sur Don Davis, qui est présentement le chef intérimaire du NPD. Il est élu pour le NPD depuis 2008. Il est maintenant à Vancouver. Alors, c'est lui qui a maintenant ce rôle. Mais c'est drôle qu'on disait, dans le fond, que Mark Carney n'a pas d'opposition. Mais tu sais, son set, le NPD, là, je veux dire, on peut pas, à un moment donné, ils feront pas grand-chose. Mais quand on disait que Carney n'a pas d'opposition, puisque Poilievre n'est pas élu non plus, j'ai l'impression que son opposition, c'est Donald Trump présentement. C'est ce qui le rend aussi inarrêtable au niveau des sondages, Carney. Puis quand on entend, moi je suis à la même place que toi, Fred, puis quand on entend un Pierre Poilievre, par exemple, critiquer Mark Carney, c'est surtout pour lui imposer des paramètres dans ses discussions avec Donald Trump. Fait qu'il va dire, par exemple, il faut qu'il y ait une entente avant telle date. Ou alors, on y croit pas, M. Carney, à vos grands projets d'infrastructure nationale. Moi, je vous mets au défi qu'il y ait 2 pelletés de terre de pipeline avant mars 2025. Il joue dans le narratif de Mark Carney. Il n'est pas en opposition. Il n'y a pas l'espace politique puis médiatique pour être une vraie opposition pour l'instant. À voir quand la Chambre va recommencer, parce que là, c'est à tous les jours. Il y a quelqu'un en face de toi qui te pose des questions. C'est quand même plus difficile. Et Mark Carney n'est pas habile politiquement. Il n'en a pas fait de politique. C'est sûr qu'il ne sera pas bon. Les premières semaines, il ne sera pas bon à la Chambre des communes, alors que Pierre Poilievre, c'est un parlementaire extraordinaire. Ben oui. Mais c'est pas fou comme tactique non plus quand on se rappelle que finalement, le programme libéral, c'est presque la moitié du programme conservateur lors des élections. Là. Il peut continuer de l'influencer sans nécessairement s'opposer directement. Moi, je ne suis pas contre ça, puis j'ai dans les bonnes idées, peu importe d'où elles viennent. Puis ça fait en sorte que tes opposants en face, c'est quoi, sont un peu pris pour dire on est quand même d'accord avec toi. Voilà. Pour terminer sur la question de la souveraineté, je vais en parler plus tard à l'émission. J'invite les auditeurs à rester en onde avec nous. On va accueillir Simon Brière, qui est un expert du milieu vraiment de la finance. Puis lui, il avait une lecture assez intéressante qui est liée au fait que les jeunes aujourd'hui ont des enjeux d'emploi, de chômage, etc. Puis que c'est peut-être ça, là, comme tu un peu en lien avec ton explication là, à l'instant, c'est-à-dire c'est un projet. Fait que face à un peu la désaffection économique, économique. Il y a cette idée que la souveraineté est peut-être une forme de salvation. Après, une fois que ça sera fait, on verra si on est plus riche ou plus pauvre, mais évidemment, le rêve continue de plaire. Antoine Robitaille, un peu plus tôt à TVA, disait quelque chose de très intéressant aussi. Il disait, tu sais, la jeunesse, il y a 30 ans, était plutôt dans l'altermondialisme. Il n'y a pas de frontières, machin, pas d'identité. Justin Trudeau parlait d'État post-national, machin. Mais je pense qu'il y a un rejet de ça
Il y a un rejet de ça dans un contexte où Donald Trump, il menace là, ton identité, tes frontières chez vous. Peut-être qu'il y a un peu ce mouvement-là qui est nourri aussi. Et pourtant, j'ai l'impression que les jeunes votent pour Québec solidaire, puis l'accueil à bras ouverts. Vote très fort conservateur. Ouais, Vote très fort conservateur. Peut-être que je dois réviser mes statistiques. Révise. Mesdames, mon Dieu, la professeure Touga a parlé. Merci d'avoir été avec nous. Salut, Francis. On se retrouve lundi. Oui.